Bonjour à tous. Je remercie d'abord les membres du jury et la MSA pour le fait de nous avoir attribué cette récompense. Pour vous donner une idée du bruit que ça fait quand on sait qu'on récupère le prix TED, ça fait « wouhou !» Mais maintenant, par contre, beaucoup moins. Je suis un peu stressée, je vous remercie d'être aussi nombreux. Voilà, donc je vous remercie pour l'opportunité de présenter ce travail, puis je remercie aussi beaucoup Marie, à la fois pour son travail et puis pour la persévérance qu'elle a menée jusqu'à cette valorisation et jusqu'au projet de publication. Donc en effet, elle a écouté Sabine de façon anticipée. Je remercie également son co-directeur de thèse, le professeur David Darmon, ainsi que nos collègues Pascal Stassini et Virginie Lacroix-Hugues. Donc, les auteurs n'ont pas de conflit d'intérêt, notamment financier, avec cette présentation. Je profite pour vous présenter Marie. J'ai présidé juste un groupe qui visait à développer la prise en charge en soins primaires des maladies respiratoires chroniques obstructives. Donc, j'ai un biais sur le fait que les soins primaires me semblent être à leur place dans ce parcours. Et je travaille sur l'interprofessionnalité en santé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de travailler là-dessus ? La BPCO, c'est une maladie chronique respiratoire qui est évitable, qui est fréquente, qui est handicapante, mortelle et coûteuse. Donc elle représente un fardeau de soins à la fois pour les patients et pour la société. Et puis elle s'inscrit assez fréquemment dans une multimorbidité, puisque 82% des patients atteints de BPCO ont au moins 2 autres problèmes de santé, et notamment psychiatriques. 10 à 42% des patients atteints de BPCO ont également une dépression, 13 à 46% une anxiété et 78% des troubles du sommeil. Ces comorbidités augmentent la morbimortalité de ces patients et dégradent leur qualité de vie de façon indépendante des autres facteurs. Donc la santé mentale des patients atteints de BPCO, c'est important. Les recommandations mettent en avant pour cette santé mentale l'intérêt de la réhabilitation respiratoire, les approches non pharmacologiques et mettent en dernier lieu les benzodiazépines en dernier recours. Pourtant, 21% des patients atteints de BPCO consomment des benzodiazépines et les médecins généralistes sont les prescripteurs dans 82% de ces cas. Le risque iatrogène est augmenté en plus dans cette population de patients atteints BPCO avec plus d'effets indésirables respiratoires et plus de mortalité. Alors comment est-ce qu'on peut étudier les pratiques médicamenteuses et les pratiques en médecine générale ? Il y a les bases de données médico-administratives de l'assurance maladie, le système national des données de santé. Et puis il y a les dossiers médicaux électroniques des professionnels de santé. Aujourd'hui, on parlera de ceux des médecins généralistes. Ils ne sont pas les seuls dans le parcours de soins des patients atteints de BPCO. Et donc, dans ces dossiers médicaux électroniques, on a des données qui ne sont pas disponibles dans d'autres bases, notamment un certain nombre de problèmes de santé des patients, les motifs de consultation, les procédures de consultation, les résultats de consultation et les prescriptions, ce qui n'est pas pareil que les données de dispensation par les officines, qui sont les données de remboursement. Il n'existe pas à ce jour de plateforme nationale de recueil des données de routine des cabinets de consultation de médecine générale, même si le CNGE travaille avec ferveur. Et donc, il y a un projet pilote mené par David Darmon dans les Alpes-Maritimes, qui est le projet PRIMESH-PACA. C'est la création d'une base de données de routine, mais du coup locale, de plusieurs cabinets de médecine générale de la région. Il y a une thèse qui avait déjà identifié un certain nombre de patients BPCO en travaillant sur cette base de données, mais il n'y avait pas eu d'approche spécifique sur les benzodiazépines. La base de données est hébergée au CHU de Nice et respecte les normes du RGPD. Donc, qu'est-ce qu'on a cherché à faire ? On a voulu décrire la population atteinte de BPCO dans la base de données PRIMESH-PACA et décrire les comorbidités psychiatriques et les prescriptions de benzodiazépines de ces patients, et enfin identifier les déterminants de la prescription des benzodiazépines chez ces patients. Comment on s'y est pris ? On a mené une étude descriptive, rétrospective, donc on a regardé les dossiers, en fait, si vous voulez, dans PRIMESH-PACA du 1er janvier 2012 au 31 mars 2019. Et c'est les données de 12 médecins généralistes à cette époque-là, qui sont tous des médecins généralistes à la fois volontaires, non rémunérés et en cabinet libéral. Là, vous voyez la structure de la base, ça s'appelle le modèle relationnel de la base, qui nous dit un peu toutes les données qui sont disponibles dedans, et donc il y a une richesse et des données qu'on peut avoir dans cette base-là. Comment on a fait pour savoir qui était atteint de BPCO juste avec des données On est parti du coup des patients dans la base et on a utilisé les codes de la classification internationale des soins primaires deuxième version, donc la CISP2, et les codes de la classification internationale des maladies, la CIM10, pour identifier de façon directe les patients codés, identifiés par leur médecin comme étant atteints de BPCO. Cependant, on sait qu'il y a un sous-codage par les médecins généralistes de façon générale et dans la BPCO en particulier, et on sait aussi que les algorithmes multicritères sont plus performants à identifier des populations de patients dans les bases de données. Du coup, on a prévu une deuxième étape qui était d'aller regarder dans le texte libre les mots bronchite chronique et bronchopneumopathie, car une étude décrivait que les médecins l'écrivaient comme ça éventuellement en texte libre. Cependant, comme c'est un petit peu moins fiable quand même que le codage, on a été ensuite dans cette sous-population-là
utiliser la classification des médicaments concernant les maladies respiratoires obstructives pour voir si en gros ils prenaient ou pas des traitements respiratoires. Et ensuite, dans cette population, Marie a été vérifiée manuellement pour tous les patients si en effet les données étaient concordantes pour dire que c'était des patients atteints de BPCO. Une fois qu'on a identifié cette population atteinte de BPCO par ces deux leviers, on a été regarder ceux qui étaient atteints de maladies psychiatriques et ceux qui ne l'étaient pas en utilisant à nouveau le codage avec la CISP sur la classe psychologique. Et d'autre part, on a fait un autre cadre qui était est-ce que les patients ont des psycholeptiques ou pas avec la classe ATC, la classe du médicament. Elle a mené une analyse univariée puis multivariée. Alors, qu'est-ce que ça donne? Combien il y avait de patients dans cette base? 346 patients étaient présents dans la base, 124 retenus directement, et en fait, finalement, une majorité retenue par le plan B, le chemin dérivé. Et donc, au final, on atteint 346 patients inclus. La prévalence que ça représente est de 0,97% des patients de la base âgés de plus de 40 ans. La durée de suivi moyen des patients était de 3 ans et 10 mois sur la durée de l'étude qui était de 7 ans et 3 mois. Alors, qui sont ces patients atteints de BPCO dans notre base de données? Ce sont majoritairement des hommes d'un âge moyen autour de 66 ans. Ils avaient en moyenne 5 comorbidités et un score de Charlson à 2,58. Le score de Charlson, c'est un score de multimorbidité. Là, en l'occurrence, ça correspond à une survie à 10 ans de 50 à 77%. Et puis un tabagisme actif à 66%, à savoir que dans la base, il y avait 38% de données manquantes. 60% à peu près de patients en affection longue durée, autant avaient un médecin traitant déclaré dans la base. 30% un suivi par un pneumologue, c'est des données qu'on n'avait pas avant, et plus de 4 consultations par an pour à peu près 8 patients sur 10. Le nombre moyen de consultations, c'était 7,4 consultations par an. Ils avaient en moyenne 4,2 médicaments sur leur ordonnance. Un patient sur 2 avait au moins un traitement psychotrope. Tous avaient presque au moins un traitement respiratoire de la BPCO, et on y reviendra, et seuls 38% à peu près avaient au moins un vaccin, 20% un vaccin pneumocoque, 28% un vaccin grippe et 10% les deux. À peu près un patient sur 2 également avait fait au moins une infection respiratoire basse pendant la durée du suivi. Les patients atteints de BPCO et de maladies psychiatriques, le sexe ratio était à peu près équilibré. En tout cas, ça représentait 49% de notre échantillon. Donc en gros, parmi les gens BPCO, 1 sur 2 avait une maladie psychiatrique associée dans notre étude. Et les maladies concernées, c'était au premier lieu l'alcoolisme chronique, puis la dépression et les troubles du sommeil. Quand on essaye de comparer les patients qui avaient une BPCO et une maladie psychiatrique à ceux qui n'avaient pas de maladie psychiatrique, il s'agissait significativement plus de femmes que d'hommes, et ils avaient une utilisation plus importante des soins de santé que l'autre population. Ils avaient aussi significativement plus de maladies chroniques associées, en moyenne plutôt 6 contre plutôt 4 dans le groupe des patients sans maladie psychiatrique. C'était surtout des maladies rhumato et de la dyslipidémie. Et ils avaient aussi une consommation de médicaments qui était supérieure, notamment sur les psychotropes. Et là, j'attire votre attention sur un chiffre inverse. En revanche, ils étaient plus nombreux à ne pas avoir de traitement respiratoire que les patients n'étant pas atteints de maladies psychiatriques. Au niveau des patients qui avaient une prescription de benzodiazépine, ça représentait 147 patients, soit 43% de la population atteinte de BPCO de notre échantillon. 80% avaient au moins un anxiolytique, 50% au moins un hypnotique, et 50% avaient les deux. Il y avait en moyenne 14 prescriptions par patient, mais pour 1 sur 2, c'était la même et seule benzodiazépine pendant tout leur suivi. Et assez majoritairement, dans 8 cas sur 10, il y avait une seule benzodiazépine par ordonnance. J'attire votre attention là sur la durée, c'est les 3 plus petits carrés, rectangles, barres, bon. Seuls 30% étaient conformes aux recommandations, c'est-à-dire de prescrire moins de 4 semaines pour un hypnotique et moins de 12 semaines pour un anxiolytique. Donc là, 30% correspondait au gold standard attendu. Alors, si vous l'attendiez, l'analyse multivariée, c'est-à-dire les déterminants sur la prescription de benzodiazépine, c'est classé par odds ratio décroissant, c'est-à-dire je donne en premier ce qui était le plus associé en fait avec la prescription de benzodiazépine. Donc l'odds ratio à 7, c'est avoir au moins un traitement psychotrope qui n'est pas une benzo. Donc en gros, quand vous avez un traitement psychotrope, vous avez 7 fois plus de probabilité d'avoir une prescription de benzodiazépine en tant que patient atteint de BPCO. Ensuite, c'était le fait d'avoir un recours aux soins important, c'est-à-dire consulter au moins une fois dans le suivi, plus de 4 fois le médecin généraliste pendant une année.
le fait d'avoir au moins une comorbidité psychiatrique et le fait d'être une femme. En revanche, le fait d'avoir moins de 3 maladies associées était un facteur protecteur. On avait moins de chances, entre guillemets, de se faire prescrire une benzodiazépine. Avoir un médecin traitant déclaré ou faire des infections respiratoires n'était plus significatif dans le modèle en multivarié. Je vous propose de discuter de ces résultats pour voir un peu quelle portée ils peuvent avoir effectivement sur votre pratique et la transférabilité au quotidien. La prévalence, 0,97%. Si vous aviez tiqué, effectivement, est faible par rapport à la littérature, qui trouve des prévalences plutôt entre 7 et 15%. Les pistes d'explication sont en premier lieu le sous-diagnostic de la BPCO de façon générale et en médecine générale. Je profite pour glisser que la formation à la spirométrie est accessible et facile. Et puis, il y a aussi une hétérogénéité des définitions de la BPCO et un manque de codage, majoritairement par les médecins généralistes, de tout et de la BPCO également. Et puis, on peut questionner la performance de notre algorithme également, et on va continuer de le critiquer. La standardisation aussi sur quelle population est-ce qu'on parle de cette prévalence est quand même à discuter. L'autre étudiante qui avait travaillé sur cette base trouvait une prévalence plutôt autour de 10%, mais elle avait considéré par exemple que les patients fumeurs. Donc les chiffres ne sont pas toujours comparables, il faut quand même bien regarder le dénominateur. Il y a beaucoup de littérature. Marie, elle a fait un travail énorme, et vous le verrez soit dans la thèse, qui n'est pas sur Sudoc parce que je l'ai mise en embargo en attendant la publication. Il y a beaucoup de littérature, et donc qu'est-ce qui était cohérent? Sur quoi est-ce que notre travail nous laisse croire que quand même c'était à peu près pas représentatif, mais en tout cas fidèle à la réalité? L'âge de notre population, sa consommation de soins, son score de multimorbidité et sa polymédication étaient cohérentes avec la littérature. Ce qui était différent, c'est qu'on avait plus de femmes. Alors, quelles hypothèses? On est sur une base de données de médecine générale et on sait que les femmes consultent plus souvent les médecins généralistes que les hommes. C'est une première hypothèse. Et puis aussi, les données étant un peu plus anciennes, on sait que la prévalence de la BPCO chez les femmes augmente, avec le temps étant à rattraper celle des hommes. Il y avait également plus de gens en ALD dans notre échantillon que dans la littérature. L'étude de Furman date de 2003, donc c'est quand même un petit peu ancien. Les critères d'ALD ont pu évoluer, et puis surtout la prévalence des maladies chroniques. Il y avait moins de maladies psychiatriques dans notre échantillon que dans d'autres travaux, plus qu'en population générale, mais moins que dans d'autres travaux, assez probablement encore pour des raisons de défaut de codage. Un des points intéressants, c'est que cette étude particulièrement retrouve l'alcool et le mésusage de l'alcool comme problème de santé associé à la BPCO, ce qui est assez en fait, peu décrit dans la littérature. Et puis, il y avait quand même 43% des patients atteints de BPCO qui avaient une prescription de benzodiazépine dans notre étude, ce qui était plus important qu'en population générale en France, à 13,4%. Ou pour les données connues de patients atteints de BPCO. La vaccination, c'était moins quand dans le reste des études. Encore une fois, il y a vraiment les biais de codage sur cet acte-là qui rentrent en ligne de mire. Ce sur quoi je ne peux pas vous dire à quel point nos données peuvent vous être utiles ou à quel point elles sont vraies, c'est sur la notion de médecin traitant et de suivi pneumologue. Donc on a des données qui existent, elles n'ont pas pu être comparées, il y avait très peu de littérature sur ce sujet-là. Les patients atteints de pathologies psychiatriques, également cet échantillon était relativement cohérent avec la littérature sur le sexe et l'âge et sur la consommation de soins. En revanche, pas sur le tabagisme. Et puis, une problématique qu'on avait, c'est qu'on sait que la sévérité de la BPCO est associée, si vous voulez, avec la prescription de benzodiazépine. Et dans notre étude, on n'avait pas la sévérité de la BPCO. Donc c'est une incertitude de notre étude. Cependant, 88% des patients avaient déjà reçu un traitement de fond dans notre population, ce qui laisse supposer des stades assez avancés. Si vous vous souvenez, on a sélectionné par le plan B des gens qui avaient une classe de traitement de maladies respiratoires. Donc nécessairement, notre population était principalement traitée et donc probablement principalement sévère. Ce n'est pas inutile de savoir les identifier, par exemple sur la vulnérabilité à un certain nombre de maladies infectieuses désormais connues. Chez les gens qui ont reçu des benzodiazépines, ce qu'on retrouve vraiment et qui est courant avec les littératures, qui est un message important, c'est les prescriptions inappropriées. Trop de benzo à demi-vie longue, trop de prescriptions concomitantes de benzodiazépine, des trop longues dispensations, et puis aussi prescrire des benzos alors qu'il n'y a pas de maladie psychiatrique en fait saisie dans le dossier. Il y a le défaut de codage, mais du coup on ne sait pas à quel point est-ce que finalement les gens sont traités sans même être diagnostiqués. Ce qui était différent, c'était le taux de prescription de benzodiazépine supérieur dans notre étude aux données de la littérature. Ce travail, qu'est-ce qu'il a comme force et qu'est-ce qu'il a comme limite? L'échantillon est quand même pas très très grand, on est sur un échantillon du coup de 12 médecins généralistes qui en plus peuvent avoir un relatif biais de sélection sur ces 12 médecins. Ils ne sont pas tous maîtres de stage, cependant quand même une majorité. L'algorithme a été créé de nouveau pour cette étude, il n'était pas du tout validé. La qualité des données, du codage, vous l'avez compris, est une problématique importante en médecine générale et donc on a souffert de cette qualité dans nos travaux. Et puis on a des données de prescription, ce qui était un des enjeux, c'est intéressant, mais on rappelle que ce ne sont pas des données ni de délivrance en pharmacie, ni même de consommation. Ils peuvent prendre les boîtes et ne pas les prendre, ne pas les consommer.
Ce qui était plutôt des forces, on voit que la littérature corroborait quand même beaucoup de nos résultats, donc il y a une relative validité externe, beaucoup de données nouvelles, et puis une certaine rareté du sujet. Il y a assez peu de choses quand même sur les benzodiazépines et la BPCO, a fortiori en France. Et enfin, Marie a quand même créé un outil, certes donc critiquable, vous l'avez compris, mais qui pourra être réutilisé dans d'autres études ou testé sur d'autres bases de données. Pour finir sur les perspectives et la mise en pratique, donc en gros les messages clés, pour le formuler tel quel, cette étude elle a permis d'identifier des patients à risque, les gens déjà atteints de maladies mentales, les gens qui recourent beaucoup aux soins, les femmes. Et donc, vous pouvez avoir une vigilance dans votre pratique quand vous rencontrez ces patients BPCO qui ont ces caractéristiques-là, sur peut-être réfléchir d'autant plus à 2 fois quand vous envisagez de prescrire un traitement psychotrope ou une benzodiazépine. Et si vous le faites, être attentif à vos durées de prescription. Et donc, peut-être aussi essayer de développer dans nos pratiques les alternatives aux médicaments et aux benzodiazépines en particulier. Un point important, et hier j'ai présenté ce travail en session et beaucoup d'étudiants en DES sont venus me voir à la fin pour poser des questions sur le codage. Donc oui, le codage de l'information, c'est quelque chose qui est important. Et encore l'animation magique, non, pardon, c'est un truc, merci Christophe. C'est un des défauts de mon diaporama, il se passe tout seul pour me faire aller plus vite parce que je suis en retard. Et donc je vous invite à vous appuyer sur l'interprofessionnalité, à la fois pour essayer d'avoir des postures plus éducatives vis-à-vis des alternatives non médicamenteuses, par exemple avec les infirmiers délégués de santé publique, ou autour du codage des informations et d'utiliser les fonctions support que sont les assistants médicaux ou les secrétaires médicaux. Et enfin, les bases de données ont quand même leur intérêt, peuvent décrire un certain nombre de choses, et donc il y a quand même un intérêt, semble-t-il, à utiliser cette base de données PrimESPACA. Ce qui fait que j'ai ajouté par rapport à hier à la diapo de fin l'adresse mail du docteur Darmon, parce que plein de gens étaient venus me voir pour me dire qu'est-ce que je peux faire comme étude sur PrimESPACA. Donc si vous avez des idées de thèse, n'hésitez pas à écrire au professeur Darmon.